Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Table ronde des bailleurs à Dubaï. Le gouvernement présente les grands axes de la rencontre qui sera sans doute une occasion de mobiliser des fonds pour faire face aux priorités gouvernementales. À suivre dans ce journal. Et puis une délégation du ministère des Transports effectue une visite sur les différents sites des ports miniers de Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre du contrôle relatif au respect des cahiers de charges en matière d'exploitation. Et enfin, à Farana, les rideaux sont tombés sur la 3e édition du FEMUTRAC. Durant 2 jours, les spectateurs ont été émerveillés par des chants et danses folkloriques de Guinée et d'ailleurs. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous vers la table ronde des bailleurs de fonds à Dubaï. La ministre du Plan et de la Coopération internationale anime pour l'occasion une conférence de presse au cours de laquelle les grands axes de coopération ont été présentés. Autre précision dans ce reportage de Tabansila. La table ronde des bailleurs à Dubaï est prévue du 15 au 16 février 2024. Cette initiative des autorités de la transition vise à présenter les priorités de développement en vue d'obtenir l'adhésion des bailleurs sur les choix stratégiques devant couvrir les besoins de financement du PRI, programme de référence intérimaire. D'un point de vue général, le programme de référence intérimaire vise à contribuer à l'avènement d'une Guinée plus résiliente aux facteurs de fragilité, à l'avènement d'une Guinée libre et prospère. Dans cette stratégie, le gouvernement a articulé sur 5 axes d'intervention la mise en œuvre de ce programme de référence intérimaire. Le premier axe d'intervention est d'aligner la rectification institutionnelle. Le deuxième axe est aligné sur le cadre macroéconomique et financier. Le troisième est de relever le cadre légal et de gouvernance. Le 4e point est articulé autour de l'action sociale, l'emploi, l'employabilité. Le 5e axe d'intervention est l'infrastructure, la connectivité et l'assainissement. Avec un coût global de plus de 12 milliards de dollars, le programme de référence intérimaire englobe plusieurs projets d'investissement pour divers secteurs d'activité. Le PRI a pris acte de notre capacité à générer des ressources et à donner de l'ambition pour donner de la velure, mais tout en restant réaliste. On a un gap, il doit être financé. Ce gap, puisqu'il doit être financé, il faut s'adresser à ceux qui peuvent aider à financer. À date, quel est le niveau d'engagement des partenaires techniques et financiers avant ce dialogue de haut niveau? Le représentant du PNUD en Guinée apporte des précisions. L'état d'esprit des PTF est très constructif, des partenaires techniques et financiers. Nous avons pris la mesure des engagements du gouvernement, de la feuille de route fondée autour du programme de référence intérimaire, donc le plan de transition, sur le chronogramme aussi des priorités politiques. Et sur cette base, nous allons à Dubaï pour un dialogue de haut niveau entre le gouvernement, les bailleurs de fonds, les investisseurs internationaux et nationaux, afin de pouvoir apporter le concours nécessaire à l'ambition transformatrice, mobilisatrice, pour un développement accéléré de la Guinée. La table ronde des bailleurs sur le programme de référence intérimaire PRI 2022-2025 s'inscrit dans la tradition des réunions de bailleurs de fonds suivant l'adoption d'un nouveau cadre national de développement, comme cela a été le cas avec le PNDS, Plan national de développement économique et social. Et puis l'affichage des prix doublés de sensibilisation se poursuit dans le Grand Conakry. À Kaloum, la Chambre du commerce associe l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection des consommateurs. L'objectif est de permettre aux commerçants et acheteurs d'être au même niveau d'information sur le prix des denrées alimentaires. Abdul Karim Kamara. Comme les autres communes, Kaloum aussi vibre au rythme de l'affichage des prix consensuels. Au marché Niger, tous les tenanciers de magasins et autres lieux de vente sont édifiés sur le bien fondé du dernier protocole d'accord sur les denrées de première nécessité. Pour le respect de ces prix, la Chambre de commerce en appelle au bon sens. Je remercie Madame la ministre qui a fait beaucoup d'efforts pour mettre les prix en place avec les grands commerçants.
Et nous resterons constamment avec les commerçants parce que nous ne pouvons pas venir afficher seulement les prix, rester bras croisés. La commission va commencer à sillonner partout pour savoir réellement ce qui a été dit et respecté. Au-delà de l'affichage et de la sensibilisation, l'accent est aussi mis sur la synergie d'action de la direction communale du commerce et de la mairie de Kaloum. Objectif recherché, la transparence dans l'écoulement des denrées concernées à travers les prix. Tout ce que nous pouvons dire aux commerçants, c'est de respecter ces nouveaux prix issus du protocole d'accord. Parce que l'État n'a aucun intérêt à augmenter les prix. Les prix ont augmenté à l'international. Donc au contraire, l'État renonce à ses droits pour pouvoir alléger le panier de la ménagère. On a pris le devant la haute autorité de l'État. Tous les prix sont énumérés sur l'affiche. La sensibilisation, c'est pour ne pas qu'on dépasse les prix que l'État a mis en place. À côté des efforts des acteurs de l'accord tripartite sur les prix, l'Union des consommateurs de Guinée promet aussi de retrousser les manches dans le suivi du respect du protocole. Dans l'actualité, ouverture ce mardi du premier forum sur les data en Guinée. L'activité a réuni l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine du numérique. Elle permettra aux participants d'intervenir et de comprendre le rôle et l'importance des data dans un pays. C'est une initiative de l'ONG Guinée Numérique soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement. Kerno Maroufba. C'est la toute première rencontre d'échange sur les enjeux des données data en Guinée. Ce premier forum sur l'écosystème numérique est placé sous le thème « La convergence des communautés data pour un développement inclusif et équitable en Guinée ». Un événement qui réunit les acteurs évoluant dans le numérique et les étudiants. Des présentations sur l'importance des données dans la vie actuelle sont développées par les spécialistes, suivis des panels sur l'utilisation de la data pour la croissance d'un État. Moi, le but pour moi aujourd'hui, c'était de montrer mon expérience, de démystifier cette chose donc autour de la data, autour de l'informatique. J'ai pas envie que les étudiants se mettent de frein. C'est possible pour tout le monde. J'ai commencé par de l'économie. J'étais pas du tout destinée à faire de l'informatique. Et pourtant aujourd'hui, j'en fais et j'excelle là-dedans. Faudrait pas qu'ils aient peur du code. Faudrait pas qu'ils aient peur de la nouvelle technologie. Ils aiment beaucoup les réseaux sociaux. Ils arrivent à apprendre très facilement. De cette même manière, ils peuvent trouver les informations sur Internet. Guinée Numérique, initiatrice de ce rendez-vous de donner et de recevoir, compte travailler et encourager les jeunes à s'intéresser au métier de la data. L'ONG ambitionne aussi d'aider les entreprises et organisations publiques dans la modernisation de leur système de gestion grâce à la bonne utilisation de la data. Aujourd'hui, nous n'êtes pas sans savoir que la cybersécurité est vraiment très exposée en République de Guinée, dans les pays sous-développés. Donc l'idée de faire connaître les gens la data en Guinée, c'est de leur faire comprendre l'importance en fait des données. Qu'avec les données, seulement avec les données qu'on peut mesurer un impact sur un pays, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau de la santé, etc. etc. Et pour qui connaît un peu l'importance des données pour un pays, je pense que c'est vraiment une activité qu'il faut continuer à encourager parce que on ne peut pas parler de planification dans un pays sans parler de données. On ne peut pas parler de recherche pour nous permettre de nous projeter sans parler de données de qualité. Durant 4 jours, des panels et des présentations vont marquer ce premier forum sur la data avec la participation des experts locaux et des spécialistes étrangers venus d'Europe notamment. Je vous l'annonçais au sommaire, le ministère des Transports dépêche une mission conjointe sur les différents sites des ports miniers du pays. L'objectif est de s'assurer du respect des cahiers de charges des ports miniers en matière d'exploitation. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. C'est une série de visites pilotées par le secrétaire général du ministère des Transports. Elle regroupe des cadres de départements ministériels impliqués dans le transport minier en Guinée. Cette première étape touche les ports de Konta dans la préfecture de Fourekaria. La mission obéit à l'évaluation et au respect des cahiers de charges des ports miniers évoluant en Guinée en matière d'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine de ministères présents dans ces différents ports. Ce qui a attiré mon attention particulièrement, non seulement il y a une absence de la plupart des entités de l'État, et surtout il y a un manque de coordination entre les entités de l'État. Le constat n'est pas reluisant.
Mais nous allons essayer, au terme de cette mission, de corriger tout ce qui est manquement au niveau de l'exploitation des ports miniers. Cette visite guidée a permis aux exploitants de présenter le rapport de synthèse sur les différentes activités menées au port de Mourbaïa. À l'issue des échanges, un seul objectif, celui du respect du contenu des cahiers de charges, comme le souhaite le gouvernement de la transition. C'est une mission que nous saluons très sincèrement parce que leur passage va éclairer nos partenaires à mieux se comporter dans leurs prérogatives. Au-delà des résultats théoriques, cette mission touche du doigt le respect des engagements et les travaux réalisés sur le terrain. Cela pour le respect strict des mesures de sécurité de la navigation et de prévention des risques dans l'exploitation des ports miniers. À présent, ce communiqué du Conseil national de la transition communiqué. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce mercredi 7 février 2024 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et l'adoption des textes de loi ci-après. Le projet de loi portant loi d'orientation agricole de la République de Guinée, le projet de loi portant code pastoral, les accords de financement pour la construction de 4 hôpitaux régionaux évolutifs, modulaires, industrialisés et durables en République de Guinée. Sont invités à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des 6 communes de Conakry, l'administrateur général contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le président de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant de l'Association des communes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigé Conakry le 6 février 2024. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Koroma. Dans l'actualité encore, le ministère de la Défense nationale, en collaboration avec l'ARMF, organise une formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics en faveur des cadres de l'intendance militaire. La session a été ouverte par le chef de cabinet du MDN, Caporal Mabinti, correspondante de la presse militaire. Les cadres de la direction de l'intendance militaire et ceux de l'autorité de régulation des marchés publics partagent les expériences au ministère de la Défense nationale. Durant une semaine, ces séminaristes seront outillés sur les procédures nationales de passation des marchés publics, une initiative des autorités de la transition qui vise à renforcer la capacité opérationnelle des cadres de l'intendance militaire. L'objectif de ce séminaire et de permettre aux acteurs concernés que nous sommes de s'approprier des dispositions contenues dans le nouveau code des marchés publics et les règles et procédures nationales des marchés publics soumis à une publication nationale ou internationale. La présente session de formation rentre dans le cadre de la stratégie globale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, conformément à l'une des missions régaliennes de l'ARMP
en sa qualité d'autorité administrative indépendante, AAI. Conscients de l'efficacité de cette formation, ces cadres militaires et civils s'engagent à s'approprier des dispositions contenues dans le Code du marché public pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est un signal fort que les autorités des forces armées nationales envoient envers les autres entités pour ce qui concerne le respect scruté des procédures de passation des marchés publics. L'organisation de cette session de formation répond ainsi à un besoin en matière de renforcement des acquis des acteurs des services administratifs, financiers et comptables de notre département. C'est pourquoi je tiens, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, à saluer cette initiative qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des cadres de la Direction générale de l'intendance militaire. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, le président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, fait de la qualification des forces armées guinéennes son cheval de bataille. Promotion de l'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement supérieur du pays. C'est le cas notamment à l'université de Kankan où Pôle Vie ouvre ses portes pour accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à concrétiser leur projet. Diamant Kaba, compte rendu. Concilier études et innovation. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure et se lancer dans l'entrepreneuriat durant leurs études. Au ministère de l'Enseignement supérieur, ce chemin devient désormais un débouché pour de nombreux étudiants. Avoir un projet constant devient un stimulant pour les étudiants à l'université de Kankan. Pôle Vie ouvre ses portes pour encourager toutes les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Quand ils entreprennent, ils se butent à des obstacles. Ces obstacles-là, c'est quoi en fait? C'est qu'ils ne savent pas les manœuvres qu'il faut pour aboutir à un bon résultat. Pôle Vie est là pour ça. C'est un lieu de rencontre des partenaires et les porteurs de projets. La question de l'employabilité a été prise en compte de façon complète par son Excellence Madame la Ministre, Dr Diaka Sidibé, qui a voulu penser soit à l'auto-emploi des jeunes ou à leur employabilité après les études. Ce qui est extrêmement important pour les gouvernants, que les étudiants qui sont formés trouvent à la fin de leur étude ce pourquoi ils ont étudié. Véritable lieu de développement personnel dédié à l'entrepreneuriat et l'innovation. Pôle Vie ambitionne de jouer un rôle de pré-incubateur. Avec des personnes ressources, les interactions doivent permettre de créer un terrain propice à la créativité et l'innovation. C'est un appel que nous lançons aux jeunes. Il faut qu'on ait confiance en nous. C'est le plus important d'abord. Apprenez sans embase, apprenez et cherchez à avoir confiance. Mettez sur le papier ce qui est faisable et ce qui est bancable. Cela est une preuve éloquente qui prouve que nos autorités sont prêtes à nous accompagner, nous étudiants et jeunes entrepreneurs. Et de notre côté, il est question de se mettre à la tâche pour pouvoir transformer nos idées, nos rêves en réalité. La promotion de la création d'entreprises est une priorité pour les pouvoirs publics. À travers le ministère de l'Enseignement supérieur, Pôle Vie est conçu pour faire émerger des projets d'innovation et favoriser l'esprit de créativité. À Kindia Santé, avec la fin de la retraite des hauts responsables du département de tutelle, ils y étaient pour échanger sur la nouvelle vision du ministre relative au contenu de sa lettre de mission. Une occasion pour les participants de s'engager à redoubler d'ardeur dans le travail pour le bien-être des populations. Yaya Silla. 3 jours pour ces hauts cadres du ministère de la Santé ici à Kindia pour se familiariser avec les documents sur les nouvelles visions proposées par le ministre de la Santé, Dr Omar Djoué Bari. Quelques mois après sa prise de fonction, il connaît déjà la plupart des maux qui assaillent le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. De la gestion des ressources financières, matérielles et humaines au projet de construction des structures de santé ainsi que les prestations des agents de santé, tout a été passé au peigne fin par les participants. Il y a eu une présentation concernant le travail d'équipe et la collaboration professionnelle qui a connu la participation active de tous les cadres du ministère de la Santé. Nous nous sommes partagés des idées sur comment renforcer notre équipe
et comment faire de telle sorte qu'ensemble nous atteignions les objectifs que vous nous avez fixés. Le ministre Dr Oumar Dioui propose à chaque service des contrats de performance. Je pense que déjà quelques sanctions ont été déjà prises suite à des visites inopinées du ministre et de quelques cadres de son cabinet dans certaines structures suite à des manquements constatés. Donc c'est ce qui va continuer. Mais parallèlement, si c'est bien fait, nous allons reconnaître que c'est bien fait et nous allons féliciter les auteurs. Le séjour des hauts cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à Kindia a été aussi marqué par cette excursion touristique sur le site de Kilissi. Un moment de détente et de loisir qui a permis aux collègues de se départir momentanément du stress du quotidien. Rendons-nous à présent à Timbi Medina, précisément dans le district de Toko-Serré, où le gouvernement guinéen et son partenaire Enabel ont réalisé un aménagement hydro-agricole de 50 hectares hautement sécurisé et irrigué en toute saison par une motopompe de grande portée. Cet appui à l'entrepreneuriat en milieu rural permettra d'éviter l'exode rural. Abdoulaye Diallo, Fodé Camara. Dans son combat contre l'insuffisance alimentaire et d'amélioration du rendement agricole en Guinée, le gouvernement et son partenaire au développement Enabel réalisent cet aménagement hydro-agricole à Toko-Serré. Nous sommes à Timbi Medina, dans la préfecture de Pita. Cette clôture grillagée dont vous voyez, elle fait à peu près un linéaire de 3300, soit 3 km 300. Et le long, au choix des bénéficiaires, nous avons installé 4 portails sur les entrées par véhicule et 10 portillons sur les couloirs individuels de chacun des villages. Pour permettre de bien fonctionner en période d'étiage, nous avons construit en aval un seuil déversant pour que la trémie d'aspiration de la motopompe ne soit pas dénoyée en période d'étiage. La maîtrise de l'eau est l'un des éléments essentiels pour un bon rendement agricole. Le Fétoré est l'une des rivières qui arrose les plaines de Timbi Medina. Sur cette rivière, une motopompe d'une capacité de refoulement de 50 mètres cubes d'eau par heure pour une distance environ 2 km du bassin central est installée. Cette eau que vous voyez qui coule ici, elle sera répartie entre les 2 canaux principaux que vous voyez là, et chacun des canaux alimentera des canaux secondaires. Et sur le long de chaque canal secondaire, tous les 25 mètres, vous avez un tuyau PVC amovible qui rentre pour alimenter un bassin d'irrigation. On travaille ici que la saison des pluies. Maintenant, on peut travailler la saison pluie et la saison sèche. Et nos femmes et les jeunes peuvent travailler là pendant toute l'année. L'aménagement hydro-agricole au district de Toko-Serré dans la sous-préfecture de Timbi Medina va permettre aux exploitants agricoles de travailler pendant toutes les saisons avec une rotation de plusieurs cultures. Nous poursuivons cette édition. Les acteurs des communes de Conakry sont à l'école de la sauvegarde de l'environnement, de l'inclusion sociale et des violences basées sur le genre. Ils seront pendant 3 jours amenés à s'approprier les différentes thématiques afin de les intégrer dans des plans de développement local des communes. Mohamed Lamine Camara pour en savoir plus. Au-delà de la construction des infrastructures sociales de base, dans les collectivités, l'ANAFIC est aussi dans l'élan de mise en œuvre des politiques de sauvegarde de l'environnement, de l'inclusion sociale et surtout de la prévention des violences basées sur le genre. La stratégie de l'unique instrument de financement des collectivités est d'outiller les acteurs locaux de la ville de Conakry pour un premier départ. Il s'agit là des représentants des élus et services techniques des communes de Kassa, de Kaloum et de Dixine. Maintenant que le FODECON a intégré les guichets de financement de l'ANAFIC, il était important pour la direction générale de l'ANAFIC d'orienter les collectivités qui sont du Grand Conakry vers les aspects liés aux sauvegardes environnementales et sociales qui vont être des facteurs indispensables à prendre en compte pour la planification du développement local dans les communes de Conakry. Cette formation va amener les collectivités dans la structuration de leurs projets, dans leur planification, de prendre en compte non seulement l'investissement par rapport aux infrastructures socio-économiques de base, mais à côté de prendre aussi, si vous voulez,
la préoccupation de toutes les couches sociales à travers l'inclusion de tout le monde. Cet engagement de l'ANAFIC vers les communes de Conakry vise à amener ces acteurs à pouvoir intégrer dorénavant la dimension environnementale et l'inclusion sociale dans leur plan de développement local. Le département des tutelles, de son côté, apprécie cet appui institutionnel de l'agence de financement. Ce sont des acteurs qui sont là pour accompagner les communautés dans leur développement socio-économique. Et donc, déjà, ils ont un rôle à jouer dans la vie socio-économique de ces activités. Donc, nous les appelons à avoir le maximum de suivi de ces activités afin que les populations qu'ils accompagnent puissent en bénéficier normalement. À la faveur de la refondation institutionnelle, l'ANAFIC est désormais dans une dynamique d'obtention d'une accréditation au Fonds vert pour le climat. Ceci détermine le renforcement du dispositif d'accompagnement de l'ANAFIC envers les communes de Guinée. Comment cerner le concept vulnérabilité? La question est en débat à Conakry. C'est une initiative de la Direction nationale des personnes vulnérables à travers le projet d'appui à l'insertion des couches défavorisées. Mohamed de Camara. La gestion de la vulnérabilité en Guinée mérite d'être assimilée par les gestionnaires, notamment de la Cité de solidarité à Taouya. La connaissance du concept vulnérabilité a été rendue possible grâce aux responsables de la Direction nationale des personnes vulnérables à travers le projet d'appui à l'insertion des personnes vulnérables de la Cité de solidarité. Personne handicapée, c'est qui? Quand on est handicapé, est-ce que toute déficience est un handicap? Est-ce que toute personne porteuse d'une déficience, on peut l'appeler handicapée? Non. Donc l'un des modules était, le but était de montrer qu'on est handicapé, que lorsque l'environnement social n'est pas favorable à l'exécution d'une tâche, d'une activité propre à un être humain qui devrait en avoir les capacités. La vulnérabilité déjà s'apparente avec le handicap. Cela fait que les OPS que nous sommes doivent porter attention aux autres populations, aux autres cibles qui sont dans la vulnérabilité. La rencontre qui a réuni des organisations fêtières des personnes handicapées et les cadres de la Direction nationale des personnes vulnérables a permis de comprendre plusieurs questions liées à la vulnérabilité. Le problème majeur de la Cité de solidarité est la faible connaissance pour les gestionnaires du concept de la vulnérabilité, les rendent ainsi moins efficaces dans la gestion de la vulnérabilité. Le combat des autorités du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables est d'assurer une prise en charge correcte des vulnérables. Cela reste assujetti à la compréhension de certaines notions liées à la vulnérabilité. Célébration du mérite et de l'excellence, c'est la nouvelle innovation au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. L'action vise à redynamiser l'engagement des cadres et agents pour l'amélioration du service public. Mariam Camara, Sekou Sissoko. Après une trentaine d'années de laborieux services rendus à la nation guinéenne à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, 30 cadres admis à faire valoir leur droit à la retraite sont magnifiés lors de cette cérémonie de reconnaissance. L'acte s'inscrit en droite ligne avec les idéaux du gouvernement qui, depuis 3 ans, contribue à la promotion du mérite et de la reconnaissance. Nous qui sommes admis à faire valoir nos droits à la retraite, depuis 3 ans, nous sommes célébrés. Et ceux qui viendront, j'espère bien, le seront. Nos pensées vont à tous nos collègues avec lesquels nous avons eu à travailler, qui sont partis avant nous à la retraite. Dans le but de créer de l'émulation au sein du ministère, cette cérémonie est couplée à la distinction de 15 autres cadres et agents qui se sont démarqués dans le respect des instructions et l'atteinte des contrats de performance. Nous avons organisé cette cérémonie d'au revoir en votre honneur parce que vous le méritez, mais aussi pour réaliser un vœu cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, qui tient au respect de la dignité des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à servir notre nation. Je voudrais en son nom et celui du Premier ministre, son Excellence Dr Bernard Goumou, vous remercier pour le don de soi
dont vous avez fait montre en servant notre pays durant toutes ces années. Pour les autorités du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, le personnel reste le socle pour une meilleure qualification du service public. À Farana, le gouvernorat et la Fédération nationale des professionnels de la filière bois apportent leur part de contribution dans la gestion de la crise intervenue à Corenty au mois de décembre dernier. Ces entités ont chacune offert des denrées alimentaires, mais aussi du bois pour soutenir les actions entreprises par l'État guinéen. Amadou Touré, reportage. Ce sont essentiellement des produits locaux que la région de Farana a apportés aux sinistrés de l'incendie de Corenty. Le don est composé du riz local, du fonio, de la farine de manioc, du miel et 40 poches de sang comme contribution dans la prise en charge des victimes. C'est la Guinée qui a eu ce problème. Ce que nous avons eu, ça pouvait se répéter ailleurs. Mais si ça s'est fait à Conakry, il est de notre devoir de manifester notre solidarité. Il est de notre devoir de venir apporter notre soutien à nos parents. La spécificité de la région de Farana, c'est que toutes les denrées alimentaires qu'ils ont déposées, c'est la production locale. Donc merci pour le déplacement et au nom de monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité, président du comité de coordination et au nom du gouvernement, c'est de dire à la région et aux autorités et à la population de Farana, merci. Parallèlement, une importante quantité de bois composé de bastingue, chevrons et planches est offerte par la Fédération nationale des professionnels de la filière bois, un don d'une valeur de 85 millions de francs guinéens. Il vise à aider à la reconstruction des ménages affectés. Nous avons estimé, en tant que les professionnels de la filière bois, que fortement le gouvernement aura besoin du bois pour la reconstruction de ces zones. Alors, puisque c'est notre matière ça, et c'est ce que nous aussi nous avions, alors on a décidé, et l'ensemble des acteurs sur l'étendue du territoire national ont décidé de venir apporter ces matériels de reconstruction, le bois, les planches, les chevrons et les bastingues. Dans le même sillage, une quantité de vivres est donnée par le Kantia de Farana. Il s'agit de l'association des ressortissants de Farana, à Conakry. Dans le même registre, l'Église catholique de Guinée, à travers Monseigneur Vincent Koulibaly, a ce matin fait un don aux victimes de l'incendie de Corenty. Ce sont entre autres des ciments, des feuilles de tôle et des habits. Ils témoignent ainsi leur volonté de soutenir le gouvernement de la transition dans la gestion de la crise survenue après l'explosion du dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum. Les détails avec une Satawel Kamara. À l'intérieur de ces deux camions remorques, 20 tonnes de ciment, 1000 feuilles de tôle et des habits offerts par l'Église de Guinée aux sinistrés de Corenty. Ce matin, au nom de l'ensemble des fidèles chrétiens du pays, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, présente ce don au directeur général de l'Anguiche. Une manière pour l'Église de Guinée de contribuer à la reconstruction et la rénovation des maisons endommagées par l'incendie. À travers ces ONG, CRS et OCPH Caritas Guinée, à travers aussi quelques paroisses de Conakry, l'Église catholique vient aujourd'hui vers vous pour offrir à l'intention des victimes de Corenty 20 tonnes de ciment, 1000 feuilles de tôle et 5 lots d'habits. Notez que cette assistance matérielle est fortement soutenue par la prière des chrétiens. Ce geste de bienfaisance de l'Église de Guinée à l'endroit des victimes de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Corenty vient s'ajouter à un bel élan de solidarité sur le plan national et international. Aujourd'hui, on reçoit ces dons de la part de l'Église catholique de Guinée. Et donc on ne peut que remercier parce que ce n'est pas la première fois que l'Église catholique, à travers les ONG et tout, apporte le soutien au gouvernement guinéen quand il y a des cas de sinistres. Et même dans le cadre du développement, ils ont des projets également qui accompagnent le gouvernement guinéen. Au-delà de ce don, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a aussi formulé des prières et bénédictions pour l'émergence de la Guinée dans un esprit d'acceptation de l'autre et d'unité d'action à tous les niveaux.
Troisième grand titre de cette édition à Farana, clôture de la 3e édition du Festival international de musique traditionnelle et de contes. Ce rendez-vous qui revient après 6 années d'absence a pendant 2 jours réuni des spectateurs autour des chants et danses folkloriques de Guinée et d'ailleurs. Ibrahima Oulé Fofana, compte rendu. C'est un festival qui se fixe pour objectif de revaloriser les us et mœurs de la Guinée et de l'Afrique. À Farana, cette 13e édition du FEMITRAC a été marquée par plusieurs prestations folkloriques authentiques des 4 régions naturelles du pays, comme le Tiabala de la forêt, le Dundumba, la danse des hommes forts et les Sénégili. La troupe Wakiria de Bouké a eu l'honneur d'ouvrir le bal de ces grandes retrouvailles. Le motif de ce rendez-vous culturel n'est autre chose que de montrer à la nouvelle génération ce que nos aïeux, nos ancêtres faisaient. Avant, on était vraiment accompagnés par l'État, puisqu'on le fait en collaboration avec le ministère de la Culture. Grâce aux ressortissants de Farana qui résident à Conakry, ils n'ont ménagé aucun effort pour que le festival puisse avoir lieu. Donc, de passage, je remercie le ministre, le général Abakar Sidiki Kamara Idjamine, qui a vraiment fourni beaucoup d'efforts afin que le festival puisse avoir lieu. Ce festival est créé en 2005 par l'Agence pour la promotion de la culture, à sa tête Adja Fatoumata Doubaya Kamara. Après une première édition à Kankan, Farana est devenue la ville d'accueil et a été le théâtre de 12 éditions. Cette année, des satisfecit sont décernés au soutien, comme Feu Adja Dologbe Kamara, ancienne marraine, qui a reçu tous les hommages à titre posthume. L'honneur qu'on m'a donné, c'est le satisfait pour ma tante Aya Dalogbe, qui elle a beaucoup œuvré dans ce FEMITRAC. Mais très malheureusement, comme elle n'est pas nous parmi aujourd'hui, mais on a compris que les organisateurs n'ont pas oublié Aya Dalogbe. Je suis Baga. Bon, quand je viens représenter Culture Baga, vraiment je suis fier de ça. Je suis content pour ça. Dozo Bengono, Sénégalais Bengono. Nous accompagnons les chasseurs, les pêcheurs, les cultivateurs, les commerçants, même les militaires, bref, tous ceux qui peuvent avoir des pouvoirs occultes. Je demande l'union à tous les Africains afin que nous puissions ensemble pérenniser nos valeurs culturelles. Ce festival laisse de bons souvenirs au public de Farana après 6 ans d'interruption. Cette année, les Sérois du Mali et les grandes personnes du Burkina Faso ont participé à cet événement culturel majeur. Après ce défi relevé, les organisateurs comptent redoubler d'ardeur pour recevoir plus de pays africains à l'occasion de la prochaine édition. Page noire dans cette édition, douleur et consternation depuis ce lundi à la RTG suite à la disparition du journaliste sportif Morlaye Irissa. Ce passionné du micro a transmis pendant des années son savoir à de nombreux jeunes aspirant à devenir journaliste sportif. Fodé Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Le journaliste sportif Morlaye Irissa a tiré sa révérence lundi par suite de maladie. Pour la levée du corps de ce grand serviteur de la République, la direction générale de la RTG, le syndicat et les travailleurs ont rendu un vibrant hommage à cet éminent journaliste sportif plein d'humour qui s'était donné l'étiquette de premier lendemain sur satellite. On est content de la bienfaisance que vous nous avez apportée et de la compassion que vous nous avez apportée. La famille est contente, je parle au nom de la famille Landouma et de la famille de tout Boké, tous les Bokékas, je parle à leur nom. Ils sont tous contents. On vous remercie à plus d'un titre. Quand il s'agit d'un corps, mais le corps de qui? De celui-là, avec lequel vous avez partagé pas mal d'années, bon nombre d'années. Ce n'est donc pas facile. Surtout pour celui-là qui vous a pris comme un frère. Tous ceux qui ont côtoyé Morlaye Irissa sont marqués à jamais par son esprit aiguisé, son sens du partage, son sens de l'autre, mais aussi et surtout sa bonne humeur contagieuse qui contribuait à améliorer l'atmosphère du travail au quotidien. Morlaye était un homme bon, c'était un fait humoriste. Il avait la qualité de faire rire les gens.
Il avait des citations que lui seul détenait les significations en émission, en reportage. Donc je garde un très bon souvenir. Quand il emploie une phrase, il avait le monopole de la signification de cette phrase. Je le revois encore dans cette lancée. Kaba Fodé, secrétaire général de l'association de la presse sportive de Guinée et moi-même trésorier, au nom de notre président Amadou Tam Kamara, nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille biologique de Morla Yeressa et à la famille de la RTG et toute la presse sportive de Guinée. Sous le regard attendri de sa famille et des témoins de l'ascension professionnelle de Morla Yeressa, des témoignages ont replongé l'assistance dans les souvenirs des matchs sur des terrains poussiéreux des bas quartiers, en passant par la retransmission en direct des matchs au stade de la Mission, sans oublier le stade du 28 septembre et à l'international. Morla était un grand journaliste sportif émérite. Il était l'une des références dans ce micro sportif. Il était la référence, l'une des références des jeunes sportifs que nous sommes. Parce que Morla est mon aîné, je l'ai trouvé, je l'ai côtoyé, on a travaillé ensemble. Après des années de bons et loyaux services rendus à la République, Morla Yeressa a rejoint sa dernière demeure à 36 dans la banlieue de Conakry. Un travailleur exemplaire qui a contribué à la formation des jeunes journalistes sportifs de la RTG et des autres stations de radio et de télévision du pays. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgguinée.info. Bonsoir.